Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous les antidiabétiques oraux, on va dire chez le cardiologue, après avoir vu si le cardiologue pouvait ou devait traiter la dépression. On va voir le rapport, je vais dire, entre les nouveaux antidiabétiques oraux et les cardiologues. Et je remercie l'AMCAR et mes amis de m'avoir invité à discuter de ce sujet. Donc, vous savez, au Maroc, on a une prévalence du diabète qui est assez importante. On a 10,6% de Marocains âgés de plus de 20 ans qui ont une hyperglycémie. Et également, il ne faut pas oublier cela, les patients atteints de prédiabète qui représentent 10,4% de la population. Donc finalement, on va avoir un Marocain qui a plus de 20 ans sur 10 qui est diabétique, mais également un Marocain sur 10 qui est prédiabétique, d'où l'intérêt de s'intéresser à cette pathologie. Alors, les cardiologues le savent bien, on a des patients diabétiques et ils vont mourir clairement du cœur, que ce soit des accidents vasculaires ou des infarctus ou autres. 65% environ, on le sait depuis longtemps, vont décéder d'une pathologie cardiovasculaire, donc il est important qu'on puisse travailler de concert pour éviter les morbidités, mais aussi la mortalité. J'aime bien aussi rappeler que finalement, lorsqu'on va avoir un patient de 60 ans diabétique avec une maladie cardiovasculaire, eh bien, il va avoir une espérance de vie qui est quand même amputée de 12 ans par rapport à un patient qui n'aurait qu'un diabète, qui aurait une espérance de vie amputée de 6 ans, et par rapport à un sujet non diabétique sans pathologie cardiovasculaire. Donc, le cœur est vraiment au centre de la problématique. Et justement, dans cette problématique, vous le savez, nous avons de plus en plus, nous parlons, nous les endocrinologues, de plus en plus de l'insuffisance cardiaque parce que nous savons que c'est une comorbidité qui est importante. 30% des patients qui ont une insuffisance cardiaque sont diabétiques. Mais également, lorsqu'on va avoir des sujets diabétiques versus des sujets non diabétiques, on va avoir 2,5 fois plus d'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques. Alors, les études que vous connaissez bien, si on regarde justement toutes les études et les méta-analyses, il apparaît finalement que avoir un équilibre strict, que ce soit chez un diabétique de type 1 ou d'un diabétique de type 2, va réduire finalement le risque coronarien à peu près de 15% par point d'hémoglobine glyquée, mais ne va pas avoir d'effet ni sur le risque cardiovasculaire et ni sur la mortalité, d'où l'intérêt justement de discuter, surtout avec l'étude Accor et Advance, qui ont eu des résultats qui étaient différents. Donc il est important, oui, de baisser l'hémoglobine glyquée, mais il ne faut pas la baisser chez tous les patients et bien entendu, les antidiabétiques vont avoir un rôle sur ce paramètre. Alors, le sujet, c'était les antidiabétiques oraux et le cœur, finalement. Les anciens antidiabétiques, vous les connaissez. On continue, bien entendu, de les utiliser. Ce sont les biguanides, notre fameuse metformine, qui va permettre d'augmenter la production du glucose et de diminuer l'insulinorésistance. Mais elle n'aura pas un rôle direct, en tout cas pas avec un fort niveau de preuve par rapport au cœur. On a les sulfamides également qui vont nous permettre de diminuer l'insulinosécrétion, les glinides qui sont les apparentés aux sulfamides, toujours anciennes molécules. Dans les nouvelles molécules, mais qui ont démontré simplement une neutralité cardiovasculaire, donc je ne vais pas en parler dans ce topo, ce sont dans la classe des incrétinomimétiques les gliptines, qui vont également baisser l'insulinosécrétion sans pour autant entraîner d'hypoglycémie, car ils vont agir aussi sur la sécrétion de glucagon. Et puis finalement, nous aurons les inhibiteurs des SGLT2 qui permettent une réabsorption du glucose. Donc, les nouveaux antidiabétiques, justement, n'entraînent pas d'hypoglycémie. De ce fait, lorsqu'on parle d'objectif d'hémoglobine glyquée, on ne peut pas considérer un patient qui va avoir une hémoglobine glyquée basse, par exemple 6,5% sous sulfamide, comme un patient qui serait sous inhibiteur de SGLT2, par exemple, tous les deux associés à la metformine, parce que le risque d'hypoglycémie ne sera pas là.
Et vous le savez, depuis l'affaire de la rosiglitazone en 2007, eh bien, ces nouveaux antidiabétiques doivent faire des études de sécurité cardiovasculaire s'ils veulent être remboursés finalement aux États-Unis. Donc, on bénéficie de ces études et dans toutes ces études, vous voyez ici que ce soit les inhibiteurs de la DPP4, donc les gliptines comme la sitagliptine, la vildagliptine, la saxagliptine et la linagliptine, qui sont toutes disponibles au Maroc, eh bien, nous avons les études en bleu. Nous avons ici en rouge les études sur les glyphlosines et vous voyez qu'on continue, ce sont surtout ces dernières qui sont, on va dire, à l'honneur, puisque les études vont concerner aussi bien les diabétiques, mais aussi les non-diabétiques. Alors, juste avant de passer dans le vif du sujet des SGLT2, je voudrais rappeler que dans l'autre traitement qui a permis de montrer une supériorité dans les points MACE, dans les études de sécurité cardiovasculaire, on a les agonistes du récepteur au GLP1, le liraglutide, le dulaglutide, qui sont des injectables. On a aussi le sémaglutide qui est non commercialisé au Maroc, ni en France d'ailleurs, et qui est un agoniste du récepteur au GLP1 oral. Mais lorsque lui a fait l'étude de sécurité, il y avait une neutralité cardiovasculaire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais principalement m'intéresser au ISGLT2 avec les différentes études que vous allez découvrir et que vous connaissez très certainement déjà. Je rappelle qu'au Maroc, nous avons l'AMPA et la dapagliflozine. Donc, rapidement, pour parler du mécanisme d'action de ces ISGLT2, alors on va avoir chez le sujet qui est non diabétique, les personnes saines, donc la totalité du glucose filtré par le rein qui va être donc réabsorbé au niveau du tube proximal, 90% par les SGLT2 et ces SGLT2 justement vont être utilisés en pharmacologie puisque lorsque on va les inhiber, ils permettent d'inhiber la réabsorption d'une partie de ce glucose qui est filtré. Comme le glucose ne va plus être réabsorbé, eh bien nous aurons une glucosurie, et qui dit glucosurie dit excrétion de sucre mais aussi un peu de sodium et de l'eau, et donc nous verrons qu'il va y avoir une petite baisse du poids à cause donc des kilocalories que le patient va évacuer au niveau urinaire, mais également des avantages au niveau du rein et du cœur que nous allons détailler. Donc, les mécanismes justement pour expliquer les bénéfices à la fois cardiovasculaires et rénaux sont des hypothèses, hein, j'aimerais bien le rappeler, on ne sait pas exactement encore le pourquoi du comment, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a bien entendu un effet vraisemblable à la fois sur la précharge et sur la post-charge, avec notamment une diminution modeste de la natriurèse, avec également une diminution de la pression artérielle, et puis l'effet diurétique, mais qui ne peut pas expliquer complètement les résultats que nous avons dans les études, mais également la vasodilatation. Alors, vous le savez, on va avoir des effets également, en plus des effets sur du métabolisme énergétique dont je viens de parler, des actions directes sur le cœur qui vont permettre de diminuer notamment les adipokines pro-inflammatoires. Quel que soit le SGLT2 inhibiteur qui a été étudié, que ce soit l'empagliflozine dans l'étude EMPA-REG, la canagliflozine dans l'étude CANVAS ou la dapagliflozine dans l'étude Declartimi, eh bien, vous voyez que nous avons une supériorité de façon statistiquement significative pour les 3 points MACE, les décès cardiovasculaires, mais aussi les AVC et les infarctus qui n'ont pas entraîné les décès, ce qui fait que les recommandations de la Société européenne de cardiologie ont été claires avec un niveau de classe 1 pour recommander chez ces patients, notamment en prévention primaire, en prévention secondaire, mais aussi à très haut risque cardiovasculaire, ces traitements. Ensuite, dans EMPA-REG, avec l'empagliflozine, nous avons également eu une augmentation
une diminution de la mortalité toutes causes confondues, ce qui fait qu'avec toujours pareil, un niveau de classe 1, l'empagliflozine a été recommandé pour diminuer ce risque. Vous vous rappelez tout à l'heure du nombre de diabétiques qui décèdent du cœur. Alors, ça, c'était les études contrôlées randomisées. Finalement, elles ont été corroborées par les études de vraie vie. J'ai choisi pour vous l'étude CVD-RIL parce qu'elle a englobé les différentes glyphlosines qui étaient disponibles sur le marché et qui ont démontré, en faveur justement des SGLT2, toutes confondues, qu'il n'y avait pas photo, que ce soit toujours dans les mortalités, mais aussi dans l'insuffisance cardiaque ou l'infarctus du myocarde ou l'AVC, une supériorité de ces traitements. Donc, on a de nouveaux traitements qui ont un effet bénéfique sur le cœur, que ce soit sur la mortalité, mais aussi sur la morbidité, avec peut-être des petites différences lorsque on va aller regarder la mortalité cardiovasculaire ou les autres paramètres, peut-être parce que les candidats à l'inclusion n'étaient pas les mêmes. Vous le savez, on avait surtout des patients en prévention secondaire et donc à très haut risque cardiovasculaire dans l'étude en PAREG, alors que dans l'étude notamment en déclartimie, il y avait beaucoup de patients en prévention primaire. Ces nouveaux traitements n'ont pas simplement des effets sur le cœur, je n'ai pas voulu trop détailler. Alors, une seule slide pour parler également de l'effet néphroprotecteur, ou, comme vous le savez, que ce soit dans l'étude EMPA-REG Outcome, déclartimie, Canvas ou Crédence, on avait globalement une diminution du critère rénal, c'est-à-dire un doublement de la créatinine, ou une mort rénale ou une baisse du DFG qui était statistiquement significative. Donc, ces traitements bénéfiques sur le cœur, mais aussi sur le rein, en plus d'être bénéfiques sur la baisse de l'hémoglobine glyquée, ont fait que lors de l'actualisation des recommandations pour le diabète de l'ADA, eh bien, après, et j'insiste, après la metformine, l'activité physique et la diététique, on a séparé les patients en deux groupes. On a d'abord pris les patients qui avaient une maladie cardiovasculaire ou rénale ou qui étaient même à très haut risque cardiovasculaire pour proposer chez eux un traitement oral qui est un ISGLT2 ou un traitement injectable comme un agoniste du récepteur au GLP1. Et ce n'était que s'il n'y avait pas ces facteurs de risque cardiovasculaire ou rénaux, qu'on était en prévention primaire chez des patients à risque modéré, qu'on pouvait réfléchir cette fois-ci sur le risque d'hypoglycémie, mais aussi sur le risque du poids, et également lorsque le coût était au premier plan. Et vous voyez ici que les SGLT2 sont proposés également en prévention primaire, bien entendu, car qu'ils n'entraînent pas d'hypoglycémie et qu'ils peuvent faire baisser le poids. Alors, il y a bien entendu une différence entre l'ESC des cardiologues et de l'EASD avec les endocrinologues de 2019 et l'actualisation de l'ADA. Je suis personnellement plus en faveur de la metformine en première intention associée à ces traitements ISGLT2 par exemple, puisque dans toutes les études que je vous ai citées, sauf s'il y avait un effet indésirable de la metformine, tous les patients étaient déjà sous metformine. Donc, pour récapituler, les inhibiteurs de SGLT2, en plus d'être par voie orale, peuvent être actifs quel que soit le moment du diabète de type 2 parce que justement le mécanisme est indépendant de la cellule bêta. Ils permettent une perte de poids, ils permettent de ne pas entraîner d'hypoglycémie et ils ont des effets bénéfiques sur le cœur et sur le rein. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'on a un risque, même s'il est modeste, d'augmentation des infections génitales, mais également urinaires. Alors, on retrouve un risque qui est très faible lorsqu'on prend des précautions. On a aussi des risques de dépression volémique et de cétose à glycémie normale, et j'insiste beaucoup sur ces cétoses à glycémie normale qui peuvent être importantes, surtout si le patient est déséquilibré. Il y a eu des warnings pour les fractures et les amputations et les gangrènes de Fournier, alors surtout pour la canagliflozine. Et puis certains nous parlent encore du coût et du recul, même si je voudrais rappeler qu'une journée en unité de soins intensifs va permettre justement de payer peut-être une année de ces traitements novateurs. Donc, ce qui est important lorsqu'on va avoir ces SGLT2 inhibiteurs, c'est d'abord de trouver quels sont les candidats à ces traitements, et vous les avez vus, que ce soit les candidats en prévention primaire ou prévention secondaire. Et je vous encourage, les cardiologues, mais aussi les néphrologues, à discuter avec l'endocrinologue, le médecin généraliste, l'interniste, les médecins qui s'occupent de la diabétologie, pour pouvoir
trouver ces patients et peut-être prescrire ces traitements ensemble. Ensuite, on va sélectionner le traitement, puis bien entendu vérifier qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale. Pour l'instant, il n'y a pas d'AMM si le patient a une insuffisance rénale. Ensuite, nous allons donner des messages éducatifs, mais que nous donnons, nous, les endocrinologues, habituellement aux patients, que ce soit l'hygiène génitale, mais aussi l'hydratation et bien entendu les signes de cétoacidose seront peut-être les seuls que nous allons proposer si le patient a ces traitements, en plus que les autres traitements, en insistant sur la recherche de l'acétone, même si la glycémie est normale, si on a des signes cliniques. Et puis ensuite, nous allons faire le suivi. Donc, ces nouveaux antidiabétiques oraux baissent l'hémoglobine glyquée, évitent l'hypoglycémie, sont bénéfiques vraiment sur le poids, sont simples par voie d'administration et ont démontré une protection cardiovasculaire et rénale. Maintenant, en plus de ces études, nous avons eu d'autres études spécifiquement sur l'insuffisance cardiaque, quelle que soit la fraction d'éjection, qu'elle soit préservée ou réduite, et également des études qui ont été menées chez les patients non diabétiques. Alors, pour résumer l'ensemble des études qui ont été réalisées spécifiquement pour l'insuffisance cardiaque, vous connaissez notamment l'étude Emporor dont les premiers résultats ont été publiés et qui nous ont justement mis en exergue le fait que chez ces patients, même s'ils ne sont pas en prévention secondaire, qui vont avoir des risques d'insuffisance cardiaque ou qui sont déjà insuffisants cardiaques grâce à l'étude Emporor, eh bien, puisqu'il y a eu une diminution du critère composite primaire d'apagliflozine versus placebo, avec des niveaux de preuve, et comme vous le voyez, qui sont toujours importants, de proposer ces thérapies en cas d'insuffisance cardiaque. Mais vous avez également l'étude d'APA-HF qui a concerné des patients qui avaient ou pas un diabète de type 2, et c'est là tout l'intérêt, chez qui on allait avoir une insuffisance cardiaque et qui allait être traité soit par dapagliflozine, soit par placebo. Et vous voyez les trois critères, vous allez voir les trois résultats des critères primaires, que ce soit ici, vous voyez la mortalité cardiovasculaire ou l'insuffisance cardiaque, eh bien, nous avons un avantage pour la dapagliflozine et d'ailleurs 26% de moins. Je vous rappelle que les patients étaient diabétiques et non diabétiques. Vous avez également l'aggravation de l'insuffisance cardiaque et une diminution de 30%. Et enfin, la mortalité cardiovasculaire, diminution de 18%. Donc finalement, on peut dire aujourd'hui que les médecins qui s'occupent de la diabétologie on a fait un changement de paradigme. En 2008, les recommandations de l'ADA ont été très différentes qu'en 2020. En 2008, c'était l'objectif d'hémoglobine glyquée qu'il fallait abaisser au maximum et nous avions des objectifs qui étaient individualisés, un début d'individualisation en fonction de la durée du diabète et de l'âge. À partir de 2013, en plus d'individualiser l'objectif de l'hémoglobine glyquée, nous avions une carte de menu finalement pour pouvoir proposer des traitements, mais c'était un menu, on va dire, au choix en fonction de différents critères des thérapies. Et depuis 2018, eh bien, c'est le risque cardiovasculaire et également rénal maintenant qui est au centre des préoccupations après la metformine. Donc, les conséquences finalement de ces études, et c'est ma dernière slide pour les pratiques du cardiologue, eh bien, c'est d'abord, et je vous encourage vraiment à discuter avec nous, avec les médecins, au cas où peut-être nous aurions oublié finalement l'indication de ces nouveaux traitements. Nous pouvons justement travailler ensemble de concert pour identifier les candidats à ces nouvelles thérapies pour leur permettre de bénéficier de ces avantages. Par contre, en tant que cardiologue, je vous encourage à vous former non pas que sur ces nouveaux antidiabétiques, mais également sur les effets indésirables et les effets également des autres antidiabétiques, puisque souvent les patients ne vont pas avoir un seul traitement qui est ce SGLT2 inhibiteur, mais un ensemble de traitements avec des effets indésirables qui sont particuliers. Et donc, ce serait intéressant justement que vous puissiez comprendre. Pour certains, bien entendu, je ne vous fais pas l'affront que vous savez tous quels sont les médicaments hypoglycémiants, mais il faut vraiment s'intéresser plus à tous les antidiabétiques pour comprendre notre prise en charge.
Et bien entendu, il ne faut pas faire de switch parce que le risque du switch, c'est d'arrêter, et nous avons eu quelques patients à Rabat, mais je pense aussi à Casablanca, d'arrêter un traitement antidiabétique ou carrément d'arrêter l'insuline, de proposer un ISGLT2 inhibiteur parce que le patient était en prévention secondaire ou à très haut risque cardiovasculaire. L'indication était là, mais le fait d'arrêter l'autre traitement a fait grimper la glycémie et a entraîné des complications de cétose et de cétoacidose. Il faut donc prendre le patient dans sa globalité avec la prise en charge de la glycémie également, qui vient en parallèle de la prise en charge avec CISGLT2. Et comme vous avez vu, nous avons des études qui sont également chez les non-diabétiques. Donc l'avenir, clairement, je pense, c'est que ces traitements seront également des traitements pour les patients de la cardiologie pure sans qu'ils soient diabétiques. Et je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous remercie.